Salut la machine, toujours au top. Dans ce thème de première spécialité SVT, transmission, variation, expression du patrimoine génétique, nous allons voir comment est-ce qu'il s'exprime ce patrimoine génétique. Vous êtes prêts? C'est parti! L'expression du patrimoine génétique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer de l'ADN aux caractères qui nous définissent. Je vous rappelle que l'ADN est le support de l'information génétique. Il est constitué de deux brins antiparallèles qui sont des polymères de monomères appelés des nucléotides. Un nucléotide est constitué d'un sucre, le désoxyribose, d'un groupement phosphate et d'une base azotée. Dans l'ADN, on trouve 4 sortes de bases et donc 4 sortes de nucléotides. C'est l'enchaînement des nucléotides et donc l'enchaînement des bases qui crée le code de l'information. Ainsi, une portion d'ADN et donc de chromosomes qui codent pour une information s'appelle un gène. Quand le code est modifié, l'information et donc le caractère découlant de cette information est modifié. Ainsi, nous avons vu l'exemple dans une vidéo précédente du gène CFTR qui est localisé sur le chromosome 7 et qui est responsable de la production d'une protéine à l'origine d'un canal qu'on appelle le canal CFTR, dont le travail est de procéder à l'excrétion d'ion chlore. Ce canal va être actif dans les voies pulmonaires, digestives et pancréatiques. Quand l'allèle est muté, la protéine est mal fabriquée et ne joue plus son rôle de canal. Observons cela sur Rastop. Si nous regardons sur Rastop cette molécule, nous pouvons constater qu'elle est complexe. Alors on pourrait faire afficher les sphères de Van der Waals. Nous voyons effectivement qu'ici nous avons énormément de molécules accrochées les unes aux autres. Et en passant le curseur sur chacune d'elles, en bas à gauche, nous pouvons constater que les codes qui apparaissent correspondent à ce qu'on appelle des acides aminés. Faisons apparaître la molécule sous forme de ruban et nous distinguons ici très nettement que nous avons des chaînes qui forment une sorte de canal. Observons sous anagène la succession d'acides aminés correspondant à ces chaînes polypeptidiques. Voici le fichier qui contient à la fois le codage de la protéine CFTR normale et de la protéine CFTR mutée. Nous avons ici les séquences polypeptidiques, c'est-à-dire l'ensemble des acides aminés qui constituent les chaînes de cette protéine. Nous allons comparer les séquences en acides aminés des protéines. Donc dans cette comparaison simple de séquences peptidiques, à chaque fois que nous avons un trait, c'est que la séquence comparée est identique à la séquence de référence. Donc faites attention à l'échelle de comparaison. Prenez bien l'échelle correspondant à la règle des triplés, permettant de faire afficher les acides aminés. Donc quand on avance, on s'aperçoit qu'à un moment donné apparaissent plusieurs différences. Mais est-ce que ce sont vraiment des différences? Regardez, en position 508, au lieu d'avoir une phénylalanine, nous avons une glycine. Or, sur la séquence de référence, la glycine se trouve juste après la phénylalanine. Et c'est pareil, regardez, tout semble être décalé. Pourquoi c'est décalé d'un cran? Parce qu'en fait, sur la séquence mutée, il manque la phénylalanine. Nous avons donc ici une perte d'un acide aminé sur la séquence mutée. Quelle va être la conséquence de cette délétion sur la structure de la protéine? Repassons sur Rastop. Mettons en évidence la phénylalanine, nous avons dit elle est en position 508. Bloquons la position 508, colorons-la en rose et passons en sphère de Van der Waals. Elle est située ici. Quelles conséquences ça a si jamais effectivement à ce niveau-là nous avions une délétion, c'est-à-dire un manque de cet acide aminé qui, regardez, en bas à gauche de l'écran est une phénylalanine. Pour comprendre, nous allons colorer différemment chaque domaine de cette superprotéine. Codons le premier domaine, position 81 jusqu'à 365. Le voici. C'est le domaine MSD1. Colorons le domaine suivant, 423 jusqu'à 646. C'est le domaine NBD1. 859, 1155. C'est le domaine MSD2. 1210, 1443. C'est le domaine NBD2. Et enfin le radical, 680, 850. Et nous pouvons constater que dans mon codage, il y a certaines séquences polypeptidiques de liaison entre les domaines que je n'ai pas colorées. Alors, si je reprends ma fameuse position 508, je la remets en rose. Elle se trouve dans le domaine NBD1.
En faisant un zoom, je m'aperçois que cette phénylalanine est très proche du ruban vert, c'est-à-dire du domaine MSD2. En réalité, elle est en interaction avec des acides aminés de ce domaine et c'est ce qui permet la conformation dans l'espace de ce canal. Je vais maintenant vous afficher les acides aminés avec lesquels cette phénylalanine interagit. Voici le premier en position 1074, une leucine en position 1065, une phénylalanine en position 1068 et enfin une glycine en position 1069. En faisant un zoom, je constate que cette phénylalanine en position 508 établit des contacts avec les acides aminés du domaine MSD2 et on peut tout à fait concevoir qu'effectivement en cas de délétion de cette phénylalanine, il va donc manquer des liaisons entre le domaine ici en rouge et le domaine ici en vert, ce qui fait que la conformation de la protéine ne sera plus la même et elle ne pourra plus jouer son rôle de canal transporteur d'ion chlore. Ainsi, l'ADN code pour des protéines responsables de nos caractères. Dans le cas du canal CFTR, dans le cas d'une mauvaise fabrication du canal, les voies digestives et respiratoires seront encombrées et la maladie s'appelle donc la mucoviscidose. On dit que le génotype, c'est-à-dire l'ensemble des gènes qu'un individu possède, contrôle le phénotype, c'est-à-dire l'ensemble des caractères d'un individu, observable à différentes échelles, à l'échelle de l'organisme, de la cellule et de la molécule. Je vous rappelle qu'un gène, c'est un segment d'ADN constituant une unité d'information à l'origine d'un caractère, et qu'un allèle est une version d'un gène, et que d'un allèle à un autre, il existe au moins une différence dans la séquence de nucléotides. Donc vous l'aurez compris, l'expression du patrimoine génétique se traduit par des protéines, et ces protéines sont responsables de nos caractères. Mais au final, qu'est-ce que c'est qu'une protéine? Nous l'avons vu, ce sont des macromolécules constituées d'acides aminés, sachant qu'il y a 20 acides aminés différents, ce sont donc des combinaisons de 10 à 600 acides aminés qui sont apportés par notre alimentation. Certaines protéines vont avoir un rôle de structure, c'est le cas par exemple du collagène, d'autres vont avoir un rôle de transport, c'est le cas des canaux ioniques, comme celui qu'on vient de voir avec le canal CFTR, certaines vont être régulatrices, ça va être le cas par exemple des récepteurs hormonaux, d'autres vont jouer un rôle de signalisation. Ça va être le cas par exemple des marqueurs du soi qu'on appelle le CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. D'autres vont être motrices, comme l'actine et la myosine du muscle. Enfin, nous avons des protéines catalytiques, les enzymes, comme par exemple la cytochromoxydase des primates dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. On peut se demander comment l'enchaînement des nucléotides est-il décodé pour fabriquer toutes ces protéines. Que savons-nous de l'ADN et des protéines dans la cellule? L'ADN, il est localisé ici, c'est-à-dire dans le noyau. Quand on localise les protéines, on les trouve ici, dans le cytoplasme. Comment ça se passe? Nous avons un ADN qui est enfermé dans un coffre-fort, un noyau, et nous avons une production de protéines qui se trouve à l'extérieur de ce noyau. Deux hypothèses. Soit l'ADN sort du noyau pour être lu et ensuite permettre la fabrication des protéines, soit, hypothèse 2, l'ADN reste bien au chaud dans le noyau, et il va y avoir un messager qui va sortir pour permettre la fabrication des protéines. Quelle hypothèse est la plus probable? Je vous rappelle qu'en temps normal, l'ADN n'est pas super enroulé, n'est pas condensé en chromosomes. L'ADN est déroulé, mais il n'empêche qu'il est déroulé autour de certaines protéines dites de structure qui vont le maintenir. Ainsi, l'ADN s'enroule autour de ces protéines appelées histones et on l'observe sous une forme intermédiaire appelée chromatine, dont le diamètre est d'environ 10 nanomètres. Cette chromatine pourrait passer par les pores du noyau. Cependant, vous avez déjà vu un ADN bien linéaire, tout droit, qui pourrait avancer tranquillement? Non, l'ADN étant contorsionné dans tous les sens, il va avoir du mal à sortir. Et c'est l'hypothèse 2 qui est correcte avec la production d'un acide nucléique messager appelé ARN messager. Pour comparer ADN et ARN, ouvrons les deux molécules sous raster. Tout d'abord de l'ADN, mettons sous la forme de boulet de bâtonnet, réduisons la fenêtre. Ouvrons l'ARN, mettons sous forme de boulet de bâtonnet et réduisons la fenêtre. Première constatation. L'ARN est constitué d'un seul brin, alors que l'ADN est constitué de deux brins enroulés l'un autour de l'autre. Nous avons vu dans une vidéo précédente que l'ADN est constitué de nucléotides portant des bases différentes. Adénine, fixons l'adénine, passons en coloration rouge. Faisons le même travail chez l'ARN. Y a-t-il de l'adénine? Oui. Prenons une autre base, cytosine. Fixons la sélection, passons-la en vert. Il y a des nucléotides à cytosine sur l'ARN, bien sûr, comme sur l'ADN. Les nucléotides à guanine, il y en a sur l'ADN et sur l'ARN.
Sélectionnons la fenêtre de l'ADN, dernière base, la thymine, fixons la sélection, nous allons la faire afficher en rose par exemple. Il y a des nucléotides à thymine, est-ce qu'il y en a sur l'ARN? Fixons la sélection, rose, non, pas de thymine sur l'ARN. Pourtant, nous avons des nucléotides ici que nous n'avons pas colorés. Les bases qu'ils portent sont de type uracile. Je vais les faire afficher en orange. Nous en avons sur l'ARN et pas sur l'ADN. Donc en résumé, la différence entre ADN et ARN. Nous avons donc des chaînes constituées d'un sucre, sur l'ADN le désoxyribose, sur l'ARN le ribose. Dans tous les cas, nous avons des groupements phosphates qui relient ces sucres et nous avons des bases. Sur l'ADN, deux brins antiparallèles qui s'attirent en raison des liaisons hydrogènes entre les bases. Sur l'ARN, un seul brin. Voilà pourquoi l'ARN arrive à sortir du noyau, parce qu'il est beaucoup plus fin et court. Donc voici en résumé ce qu'on vient de voir sur Rastop. L'ARN est constitué d'un seul brin alors que l'ADN est constitué de deux brins. Les bases sont quasiment les mêmes à l'exception de l'uracile qui n'existe pas dans l'ADN et qui remplace donc la thymine. Comment est-ce que la cellule fabrique un ARN à partir d'un ADN? Eh bien, vous vous souvenez la réplication. On avait dit que pour répliquer, il fallait pouvoir lire l'ordre des bases à l'intérieur de la molécule. Donc la molécule s'ouvrait. On va donc forcément retrouver cette première étape dans la fabrication de l'ARN. Donc la fabrication de l'ARN, c'est ce qu'on appelle la transcription. Donc effectivement, nous avons une double hélice d'ADN. Il va falloir ouvrir localement cet ADN pour pouvoir copier uniquement le gène qui nous intéresse. On n'est pas dans le cas où on va copier toute la molécule d'ADN constituant un chromosome. On veut fabriquer une protéine, donc il faut lire un gène. Donc cette ARN polymérase, pour pouvoir lire le gène, va d'abord devoir se fixer. C'est ce qu'on appelle l'initiation. Une fois qu'elle est fixée, elle écarte les deux brins et elle va copier l'ARN au fur et à mesure qu'elle lit les bases. Ça s'appelle l'élongation, puisqu'on allonge le brin d'ARN. Et une fois que la lecture du gène est terminée, l'ARN polymérase se détache et libère le brin d'ARN. Alors, contrairement à la réplication, il n'y a qu'un seul brin qui est transcrit. L'autre n'est pas transcrit. Je vous rappelle qu'on a besoin ici de lire un gène pour fabriquer une protéine. Alors, ce qui est remarquable, c'est que sur un filament d'ADN, quand les deux brins vont s'écarter parce qu'une ARN polymérase va se fixer, eh bien en fait, cette ARN polymérase, elle va avancer. On est d'accord? Donc au fur et à mesure qu'elle avance, son ARN, qu'on appelle un ARN pré-messager, parce qu'il n'est pas encore tout à fait terminé, va être de plus en plus long. Et donc en fait, quand on regarde une molécule d'ADN qui est en train de se faire transcrire, on va en réalité observer plusieurs ARN polymérases. Donc la première à s'être fixée au moment de l'ouverture des deux brins de l'ADN, c'est celle-là. Et au fur et à mesure qu'elle avance, elle a copié de l'ADN, mais comme elle a libéré de la place derrière, il y en a une autre qui s'est fixée, qui est arrivée là, etc., etc. Et donc, quand on regarde au microscope des brins d'ADN en train d'être transcrits, eh bien, il y a tellement d'ARN polymérase qui se fixent en même temps sur un gène. On va donc observer plusieurs brins d'ARN pré-messagers qui seront donc fabriqués en même temps. Et ça va dessiner un peu une sorte de plume. Pourquoi? Parce que l'ARN polymérase qui s'est fixé en premier, ici, elle a avancé sur le gène, donc elle a fabriqué des grands brins d'ARN, alors que celle-là, elle vient de se fixer, elle vient à peine de commencer, elle a des tout petits brins. Donc, nous avons une chronologie ici visible en fonction du moment de fixation de l'ARN polymérase. Donc, nous avons des brins de plus en plus grands et ça donne donc une forme de plume. Donc, puisque l'ARN est une copie de l'ADN, on devrait pouvoir hybrider l'ARN messager produit et le filament d'ADN correspondant. Or, quand on observe cette hybridation au microscope électronique, voici ce qu'on observe. L'ADN n'est pas complètement hybridé avec l'ARN messager. Nous avons ici des parties de codage qui ne se retrouvent pas dans l'ARN messager. Ça sous-entend que l'ARN, quand il est fabriqué, va donc copier entièrement l'ADN, mais va éliminer des morceaux qui ne sont pas finalement codants. Donc si on compare sous anagène l'ADN et son ARN, on devrait avoir une différence de nucléotides. Nous allons travailler dans la banque de séquences sur le codage d'une chaîne de l'hémoglobine. Nous allons prendre donc une séquence normale. Nous allons ouvrir l'ARN et nous allons ouvrir l'ADN. Plaçons l'ADN en référence, donc je les sélectionne, je le monte. Et nous allons maintenant faire une comparaison et faire apparaître les discontinuités. Donc traiter, comparer, alignement avec discontinuité, OK. Et là, vous voyez qu'effectivement, dans l'ARN, il y a des séquences complètes qui n'apparaissent pas. Là, nous avons des identités, des différences, certes, normales,
des uraciles à la place des thymines. Et nous avons encore une fois ici une séquence complète qui n'existe pas dans l'ARN. Donc nous avons dans l'ARN des séquences qui ont été conservées, c'est ce qu'on appelle les exons, et les séquences qui ont été éliminées, c'est ce qu'on appelle les introns. Donc comme vous venez de le voir sous anagène, nous avons des discontinuités, et donc ces boucles ici, c'est ce qu'on appelle des introns qui vont être donc excisés au moment où l'ARN va être fabriqué. Et les parties qui sont conservées sont appelées les exons. Ce qui signifie que l'ARN messager est fabriqué en 2 temps. Nous allons avoir d'abord un ARN prémessager, c'est-à-dire une copie lettre pour lettre de l'ADN. Donc cet ARN prémessager, qui est la copie conforme du gène, va contenir des séquences codantes et des séquences non codantes. Les séquences codantes sont les exons, les séquences non codantes sont les introns, et donc les introns vont être éliminés. On ne va conserver que des séquences codantes, ce qui va être à l'origine de la production de protéines. Et là où la nature est excessivement bien faite, c'est qu'à partir d'une série d'exons, nous allons pouvoir avoir ce qu'on appelle un épissage, c'est-à-dire le fait d'enlever des séquences de l'ARN prémessager, qui peut être alternatif, c'est-à-dire qu'on va alterner dans la conservation des exons. Et en fonction des combinaisons d'exons que l'on conserve, on va pouvoir fabriquer des protéines différentes. Il nous reste maintenant dans cette vidéo à comprendre comment est-ce qu'on fait pour passer de séquences codantes à une protéine. Quelle est la nature du code? Donc ce fameux code, je vous rappelle que dans l'ADN, 4 bases, ATCG. Le brin qui va être transcrit va permettre de fabriquer un ARN messager, avec également 4 bases, mais attention, pas de thymine, de l'uracile à la place. Et c'est cet ordre de bases-là qui va être traduit en une succession d'acides aminés. Et nous avons 20 acides aminés possibles. Comment faisons-nous pour passer de 4 lettres à 20 acides aminés? Comment s'organise le code? Ce fameux code génétique, je vous rappelle qu'il est construit à partir de 4 lettres U, A, C, G que l'on retrouve dans l'ARN messager. Si je prends première hypothèse, une base correspond à un acide aminé. Ce qui veut dire que vu que j'ai 4 bases, cela me donne 4 acides aminés différents. C'est impossible, j'en ai 20. Donc première hypothèse, fausse. Deuxième hypothèse, je travaille avec 2 bases pour un acide aminé. Ce qui veut dire que si je prends A, C, G, U, première base, j'ai 4 possibilités. Deuxième base, je peux poser 4 bases différentes, A, C, G ou U. Et pour chacune des possibilités de première base, j'ai donc 4 possibilités en deuxième base. Ce qui me donne 4 fois 4 égale 4 puissance 2, ça me fait 16 acides aminés différents. C'est pas assez, j'en ai 20. Je vais donc tout naturellement, et ça devrait coller, passer à 3 bases pour un acide aminé. Donc ça me donne 4 fois 4 fois 4 égale 4 puissance 3 égale 64 combinaisons possibles. Et là ça colle puisque j'ai 20 acides aminés. Ce qui veut dire que en associant 3 bases, j'ai des informations qui permettent de coder pour des acides aminés. Or, 20 acides aminés, 64 combinaisons. Là, j'ai un souci, j'ai de la redondance dans mon code. Ça veut dire que j'ai des combinaisons qui codent pour le même acide aminé. Alors, ce fameux code génétique, le voici. Il est dans un tableau un peu particulier. C'est un tableau à 3 entrées. C'est-à-dire qu'on commence à lire horizontalement. Ça, c'est la première base. Ensuite, une fois qu'on a choisi notre première base, par exemple, notre première base, c'est C. On va aller chercher la colonne correspondant à notre deuxième base. Par exemple, admettons que ce soit encore C. Donc, on arrive dans cette zone-là, ici, là. Donc, première base, C. Deuxième base, C. Maintenant, il me faut ma troisième base. Et admettons que ce soit A, j'arrive ici. Donc, voici. Si je prends le codon C, C, A, C, C, A, j'obtiens une proline. Et vous voyez que pour obtenir une proline, on a 4 combinaisons possibles. C, C, U, C, 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 A, C, C, G. Alors vous allez me dire, oh, C, 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 c'est facile. Oui, mais regardez, par exemple, la leucine. U, U, A, U, U, G, mais aussi C, U, U, CUC, CUA, CUG. Donc 64 combinaisons qui codent pour 20 acides aminés. Et certains acides aminés, comme par exemple le tryptophane, qui ne possède qu'un seul code, UGG. Retournons sur anagène et étudions de plus près des ARN messagers. Prenons comme exemple sous anagène le codage des chaînes de l'hémoglobine qui permet de transporter l'oxygène. Donc fichier banque de séquences,
les chaînes de l'hémoglobine. On va ouvrir une chaîne bêta. Alors, on va prendre une séquence normale. On va prendre bêtacode.arn. OK. Voici donc la séquence en base ou en nucléotide comme vous voulez, peu importe, ça revient au même, de l'ARN codant pour une chaîne bêta. Nous allons maintenant ouvrir une chaîne alpha, alphacode.arn. OK. Donc, 2 ARN messagers codant chacun pour une chaîne de l'hémoglobine. Nous allons tout d'abord comparer ces deux séquences, donc traiter, comparer les séquences, comparaison simple, OK. Réduisons les fenêtres. Qu'est-ce que l'on constate? Qu'au démarrage de la séquence, nous avons le même codon, c'est-à-dire AUG. Bien sûr, nous avons énormément de différences. Et à la fin, nous remarquons que nous avons le même codon UAA, UAA. Donc nous avons un codon qui termine l'ARN messager, c'est ce qu'on appelle un codon stop, et nous avons un codon initiateur AUG. Nous allons maintenant convertir les séquences en séquences polypeptidiques, et nous obtenons donc ici la succession d'acides aminés pour les deux protéines, celle de type bêta et celle de type alpha. On retrouve bien l'acide aminé correspondant au codon AUG, c'est la méthionine. Donc nous allons toujours avoir au démarrage des protéines une méthionine qui va être éliminée par la suite puisque c'est un acide aminé de démarrage. Ensuite, chaque protéine a sa propre constitution en acide aminé. Donc au moment où on va traduire l'ARN en protéines, on va s'arrêter d'accrocher des acides aminés quand on tombe sur le UAA. Voilà pourquoi il n'y a pas d'acide aminé identique à la fin des deux protéines, puisqu'en fait, si vous regardez bien, le codon précédent n'est pas le même. Ici, nous avons CGU et ici, nous avons CAC. Donc histidine, arginine. Voilà, donc vous l'avez compris, nous avons dans l'ARN messager des codons stop UAA, UGA, UAG. Et nous avons un codon initiateur, la méthionine, AUG. Donc ce codon initiateur va permettre de fixer toujours une méthionine en premier. Cette méthionine va être éliminée. Ça n'empêche pas que la méthionine peut se retrouver à l'intérieur de la protéine, c'est pas interdit. Mais au moment de la fabrication de la protéine, au début, il y a toujours une méthionine. Vous pourrez parfois rencontrer le code génétique présenté de cette façon, donc sous forme concentrique, avec la première base au centre, la deuxième base sur le deuxième cercle et la troisième base sur le troisième cercle, où vous avez ici en point noir les codons stop et le codon initiateur, ici le codon start, la méthionine. Ce code est identique chez tous les êtres vivants, il est donc universel. Maintenant que le code est explicité, dernière étape, comprendre ce qu'on appelle la traduction. Comment est-ce que l'ARN est traduit en protéines? Eh bien c'est simple. Dans le cytoplasme, nous avons des unités qui s'appellent les ribosomes. Ce sont des sortes d'unités de lecture qui vont venir se fixer sur l'ARN messager. Donc on a un ribosome constitué de deux parties, une grosse sous-unité, une petite sous-unité. Il va se fixer au niveau du codon AUG. Ce codon AUG va coder pour une méthionine. Nous avons donc ce qu'on appelle un ARN de transfert, mais ce n'est pas au programme, mais ça vous permet de comprendre. Cet ARN de transfert a donc un code correspondant qui fixe la méthionine. Il va venir s'installer au-dessus du codon méthionine. Et voilà comment ça se passe. Notre ribosome, c'est-à-dire notre petite usine ambulante, va donc fixer en premier la méthionine et va lire codon par codon, c'est-à-dire triplé de nucléotides par triplé de nucléotides, quels sont les acides aminés correspondants. Il va accueillir les ARN de transfert successifs, les mettre les uns à côté des autres, et ça va lui permettre donc de récupérer les acides aminés et de les accrocher les uns avec les autres, jusqu'à ce qu'on ait une succession d'acides aminés, en l'occurrence une protéine. Donc 3 étapes dans la traduction. Tout d'abord l'initiation, c'est-à-dire la fixation du ribosome sur l'ARN messager, puis nous arrivons à l'élongation. Pendant l'élongation, nous avons la protéine qui s'allonge puisqu'on accroche de plus en plus d'acides aminés. Et enfin, quand le ribosome arrive sur un codon stop, il va se décrocher. C'est ce qu'on appelle la terminaison. Donc on l'a vu, le génotype est responsable du phénotype. Maintenant on le sait, on l'a vu dans des vidéos précédentes, l'expression des gènes peut être modifiée, ce qui va être à l'origine de maladies génétiques. Alors on savait qu'il y avait des mutations dans l'ADN, maintenant qu'on sait que l'ADN est responsable de la fabrication de protéines, prenons un exemple et allons plus loin que le simple changement de codage. Voyons les conséquences au niveau des protéines et travaillons sur l'exemple de la drépanocytose. Le phénotype drépanocytaire, il s'observe à 3 échelles, à l'échelle de l'organisme, à l'échelle cellulaire et à l'échelle moléculaire.
Tout d'abord, à l'échelle de l'organisme, les individus atteints présentent de nombreux problèmes circulatoires, ils ont une anémie chronique et présentent de nombreuses crises articulaires. Parfois, l'anémie est tellement forte qu'on observe des crises anémiques très importantes avec une augmentation du volume de la rate. À l'échelle cellulaire, comment cela s'observe-t-il? Eh bien, tout simplement, au niveau des globules rouges, nous allons avoir une déformation des globules rouges. Ils ne sont plus ronds, ils sont en forme de fossiles. Vous savez, les fossiles pour couper les blés, ou celles des druides pour couper le gui. Et ces globules rouges ne sont plus capables de se déformer pour passer dans les tout petits capillaires. Ce qui veut dire qu'il va y avoir certains endroits du corps qui vont être mal irrigués, d'où les crises articulaires, les crises de douleur. On va avoir une forte anémie parce que ces globules rouges sont très fragiles et se cassent et meurent beaucoup plus rapidement. Cette forme de fossile s'observe très nettement sur un frottis sanguin. Donc là, vous avez des globules rouges non déformés et là, vous avez effectivement un globule rouge en forme de fossile, comme là, là, là ou là. Donc on peut se demander qu'est-ce qui est responsable de la déformation des globules rouges. Pour comprendre l'origine du phénotype drépanocytaire, nous allons donc comparer, grâce à la banque de séquences, l'ARN messager responsable de l'hémoglobine drépanocytaire. Le comparer avec quoi? Avec bien sûr une séquence normale. Donc nous reprenons bêtacode.ARN. OK. Nous allons mettre en référence, c'est-à-dire en première ligne, l'ARN dit normal. Nous le remontons. Nous allons maintenant traiter, comparer les deux séquences. Et nous n'observons qu'une seule différence, un uracile au lieu d'une adénine, sur l'ARN responsable de l'hémoglobine drépanocytaire. Nous allons maintenant traiter et convertir les séquences en séquences peptidiques. Nous observons donc qu'à la place d'un acide glutamique, nous avons une valine. Donc vous l'aurez compris, l'hémoglobine de type S, c'est-à-dire responsable de la maladie drépanocytaire, même si elle possède 444 acides aminés comme l'hémoglobine de type A, présente une différence essentielle qui va provoquer une polymérisation. Sur l'ARN de l'hémoglobine de type A, nous avons une adénine en position 20 qui est donc responsable de l'apparition d'un acide glutamique dans la protéine. Or, si l'acide glutamique rend la protéine soluble, la valine que l'on voit apparaître en raison d'un changement d'un uracile à la place de l'adénine en position 20, cette valine donc favorise la polymérisation de l'hémoglobine et la rend donc insoluble. Les polymères d'hémoglobine S vont provoquer une déformation en forme de fossile des globules rouges qui seront donc responsables des problèmes circulatoires, de l'anémie et de la crise articulaire. Nous avons donc ici le phénotype macroscopique qui est provoqué par un phénotype microscopique qui lui-même est provoqué par un phénotype moléculaire. En temps normal, les individus qui possèdent de l'hémoglobine de type S ne présentent pas forcément des crises permanentes. Par contre, en cas de forte déshydratation ou d'un manque de dioxygène, nous allons avoir une polymérisation plus importante de l'hémoglobine, donc apparition d'un plus grand nombre de globules rouges en forme de fossiles, et donc l'apparition des crises. Nous avons donc ici un phénotype d'origine génétique qui est influencé par des facteurs externes. Mais il existe aussi l'influence de facteurs internes. En effet, sur l'ADN, avant chaque gène, nous avons ce qu'on appelle une séquence régulatrice, sur laquelle il va y avoir un promoteur qui va permettre à l'ARN polymérase de venir se fixer. Sauf que pour que l'ARN polymérase se fixe, il faut normalement un facteur de transcription qui va permettre à l'ARN polymérase de venir s'accrocher. À ce moment-là, on va avoir des copies du gène, c'est-à-dire des ARN messagers. Parfois, on peut avoir un répresseur qui va empêcher l'ARN polymérase de se fixer sur le promoteur. Il n'y aura donc pas de gène lu, il n'y aura donc pas d'ARN messager. Ce mécanisme interne est typique des gènes de développement. Quand vous êtes à l'état embryonnaire, vous avez des gènes, 10 gènes de développement qui vont s'exprimer parce qu'ils vont contrôler la mise en place des différents tissus, la croissance des organes, etc. Mais qu'une fois arrivés à un certain âge, ces gènes ne servent plus. Il va donc falloir les réprimer, les empêcher de s'exprimer. D'où l'utilisation de répresseurs qui empêchent l'ARN polymérase de se fixer.